En avril 1510, Henri VIII règne depuis un an. Qu'a-t-il fait pendant ces 12 premiers mois? Là-dessus, les chroniques sont très claires. Il a pratiqué la chasse, la fauconnerie, le tir à l'arc, et il a pris part à des tournois, tout ce qui lui procure du plaisir. Mais qu'en est-il des affaires du royaume, des obligations qui incombent au roi? On peut dire que ce n'est pas sa tasse de thé. À la différence de son père, Henri VIII montre peu d'inclination pour les tracasseries du pouvoir. Il consacre la majeure partie de son temps à satisfaire ses plaisirs et délègue les affaires de l'État à ses conseillers. Je m'appelle Tracy Borman et je vais vous raconter l'histoire du roi le plus fascinant d'Angleterre à travers les hommes qui l'ont entouré et influencé tout au long de sa vie. Parmi eux, certains sont passés à la postérité, d'autres sont restés méconnus. Quand Henri VIII favorise ses hommes pour en faire les plus puissants d'Angleterre, il ne se doute pas qu'il devient par là même le jouet de leurs ambitions. Trois ans après leur mariage, Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henri VIII, est reconnue coupable d'adultère et condamnée à mort. Comment ce prince hédoniste est-il devenu un tyran sanguinaire, capable de faire exécuter une femme qu'il a passionnément aimée? Le 19 mai 1536, Henri VIII fait décapiter Anne Boleyn, ici, à la Tour de Londres. C'est l'un des actes les plus cruels de son règne. On y a souvent vu le signe d'une nature tyrannique. Voilà un homme capable de mettre à mort son épouse parce qu'elle ne lui donne pas d'héritier mâle. En réalité, l'histoire est plus complexe. Anne est aussi victime d'un coup monté par les hommes qui entourent le roi et qui l'ont utilisé pour servir leurs propres intérêts. Henri a lui-même créé les conditions de ce drame. Il est si occupé à rechercher le plaisir qu'il néglige les affaires du royaume et laisse à ses ministres toute latitude pour accroître leur pouvoir. Sa cour devient un foyer de tensions et d'intrigues. Contrairement à son père Henri VII, le jeune Henri VIII n'apprécie guère de passer de longues heures, voire des journées entières avec son conseil. Il préfère la fauconnerie, la chasse, les joutes, la musique. C'est un jeune homme plein de vigueur. Henri VIII laisse son conseil privé s'occuper des affaires de l'État. Et comme il ne veut pas avoir affaire directement à ses membres, il se crée un vide au cœur même du pouvoir. Pour combler ce vide, il faut un homme prêt à satisfaire les désirs d'Henri et à se conformer au style de vie d'un roi avide de plaisir. Cet homme, c'est Thomas Wolsey. Thomas Wolsey est le fils d'un boucher d'Ipswich, dans le Suffolk. Il embrasse la carrière qui est à l'époque celle de nombreux jeunes gens intelligents et brillants, mais issus d'un milieu modeste. Il entre dans les ordres. Les qualités innées de Thomas Wolsey lui valent une ascension rapide. Peu après son accession au trône, Henri VIII fait de lui son aumônier et lui confie la charge de ses œuvres charitables. Ce n'est qu'une première étape sur le chemin du pouvoir. Cette nomination est importante parce qu'elle lui procure un siège au Conseil royal. Cette position va lui permettre de gagner en influence et de jouer un rôle clé au cours du règne d'Henri VIII.
À la différence de nombreux membres du Conseil, Thomas Wolsey fait preuve de souplesse et s'adapte aux souhaits d'Henri VIII, si discutable soit-il. Peu à peu, une relation de confiance s'établit entre eux, au point que le roi cesse de traiter directement avec son conseil et se sert de Wolsey comme intermédiaire. Thomas Wolsey commence par exploiter cette position, de toute évidence avantageuse, pour devenir la courroie de transmission entre les avis du Conseil et les suggestions du roi. Mais très rapidement, il est capable de comprendre ce que veut vraiment Henri VIII. Wolsey a libéré le roi de ses contraintes, mais il ne tarde pas à tirer parti des possibilités que lui offre sa nouvelle fonction. Henri VIII est un homme intelligent et instruit, mais sa capacité d'attention est limitée et il s'ennuie rapidement, ce qui le rend facile à manipuler. Il ne faut pas longtemps à Wolsey pour cerner son roi. Il le rencontre une fois par semaine pour discuter des délibérations du Conseil, mais il choisit ses mots avec grand soin et lui expose les choix possibles de manière à lui dicter ses décisions. Cette position lui confère une influence et un pouvoir considérables. Il peut aller devant le Conseil et donner sa propre opinion en faisant comme si c'était celle du roi. Il peut ensuite faire part au roi de ce que le Conseil a décidé en tournant les choses à son avantage. S'il désapprouve une décision du Conseil, il explique à Henri en quoi elle est peu judicieuse et propose son choix personnel. Henri VIII se satisfait de la situation, car Thomas Wolsey sait passer outre les décisions du Conseil pour lui complaire. Enfant, il a lu le récit des victoires d'Henri V en France. À son tour, il rêve de gloire. Il veut faire la guerre. Henri VIII est obsédé par l'idée de se couvrir de gloire sur le continent et de s'attaquer au roi de France. En 1512 et 1513, Thomas Wolsey fait le nécessaire en coulisses. Il mobilise les troupes et pourvoit à tout ce dont l'armée anglaise a besoin pour franchir le Pas-de-Calais. En 1513, Henri VIII débarque en France et remporte la victoire à la bataille de Guingat, la journée des éperons. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut prendre le reste du pays. Mais ses alliés, plus désireux de faire la paix que de poursuivre la guerre, abandonnent la partie. Thomas Wolsey lui propose alors une alternative, changer l'ennemi en allié. Wolsey se dit « Bon, si maintenant tout le monde est pour la paix, il faut qu'on ait la main dessus. En d'autres termes, si on ne peut pas faire de guerre magnifique, il faut conclure une paix magnifique. » C'est ainsi que Thomas Wolsey concocte une alliance entre les rivales de toujours, l'Angleterre et la France. Une alliance scellée par le mariage de la sœur d'Henri VIII, Marie, avec le roi de France, Louis XII. Wolsey encourage son roi à se poser en arbitre dans les affaires du continent. Mais Louis XII meurt moins de 3 mois plus tard. Son successeur, François Ier, est un homme bien différent. Il y a une très grande rivalité entre les deux hommes. Elle commence probablement dès que François Ier accède au trône. Quand on regarde les portraits d'Henri VIII et de François Ier, on constate une grande ressemblance. Ils sont tous deux larges d'épaules, ils sont très athlétiques. On voit vraiment transparaître leur puissance dans leur expression et leur posture. Moins d'1 an après son couronnement, François Ier a déjà franchi les Alpes et conquis le duché de Milan. Henri en est jaloux. Ce fait d'armes éclipse les victoires d'Henri VIII en 1513-1514 et c'est rageant pour lui comme pour Wolsey. Il y a donc tout de suite une grande rivalité entre Henri VIII et ce roi de France un peu plus jeune que lui. Si Henri VIII a pris ombrage des conquêtes de François Ier, la suite des événements va encore attiser sa jalousie.
le roi de France fait construire l'un des plus beaux châteaux que le monde ait jamais vu, Chambord. Situé dans un domaine aussi vaste que Paris intramuros, Chambord est l'emblème de l'architecture de la Renaissance, la marque de l'audace du nouveau roi de France. Henri VIII a un complexe d'infériorité vis-à-vis de François Ier, et pas seulement en raison de ses faits d'armes. Il jalouse son statut de protecteur des arts et de l'architecture. Il est très sensible au château que François Ier fait construire, notamment le château de Chambord, qui est un pavillon de chasse. Le roi de France exerce une grande influence sur Henri VIII. François Ier s'est arrangé pour qu'Henri VIII connaisse l'existence de ce pavillon de chasse. Lors de la visite de ses ambassadeurs, il leur a fait le tour du propriétaire, sachant pertinemment qu'il vanterait à Henri VIII la splendeur des lieux. Le stratagème a fonctionné, le roi d'Angleterre est jaloux et réagit à sa manière sur le champ clos du tournoi. Il plastronne devant d'autres ambassadeurs, notamment les ambassadeurs vénitiens qui se trouvent en Angleterre à ce moment-là. Il veut se montrer comme un grand champion de joute parce qu'il sait qu'ils rapporteront la chose à François Ier du fait de la grande proximité entre Venise et la cour de France. Mais les raisons de cette rivalité se trouvent plus encore dans leur ressemblance que dans leur différence. Ils sont tous les deux jeunes, presque du même âge, ils sont très grands, sportifs. Ils ont beaucoup de goûts en commun. Les joutes, la chasse, les femmes et aussi les arts. On sait qu'Henri VIII était musicien et composait des chansons. Et c'est un fait moins connu, mais François Ier écrivait des poèmes et soutenait financièrement les artistes, les peintres, les poètes, comme Clément Marot. Et bien sûr, Léonard de Vinci, qui l'a fait venir d'Italie. Cette intimité avait toujours existé entre la France et l'Angleterre. Mais à présent, on avait deux jeunes gens et chacun avait l'ambition d'être le prince idéal de la Renaissance. Donc c'est devenu une compétition. C'était à qui serait le plus beau, à qui aurait la plus grande armée et la cour la plus raffinée. Henri VIII est véritablement exaspéré par François Ier. Cet homme si averti qu'il a placé la Joconde dans l'un des appartements de bain de son château. Lassé d'entendre parler de Chambord, Henri VIII lance à son tour la construction d'un palais. Il est lui-même passionné d'architecture et il aime adapter les idées venues de France au contexte anglais. C'est ce qu'on peut voir dans les aménagements qu'il a réalisés à Whitehall, ainsi qu'au palais de Sans-Pareil, qui s'inspire beaucoup de Chambord. Quand on visite le château de Chambord 5 siècles plus tard, on peut imaginer la réaction des ambassadeurs anglais émerveillés devant la splendeur de la nouvelle cour française. Malheureusement, on ne peut plus comparer le château du roi français à celui de son rival anglais. Le palais de Sans-Pareil a été rasé au XVIIe siècle et ses pierres ont été vendues. Henri VIII n'apprécie guère qu'un Français lui dame le pion. Et il est hors de question qu'il se fasse doubler chez lui. Un homme va bientôt en faire l'amère expérience. Le manoir de Penshurst Place se trouve à une 50aine de kilomètres de Londres, dans le Kent. Sous le règne d'Henri VIII, ce domaine de 1000 hectares est la résidence d'Edward Stafford, le 3e duc de Buckingham. L'opulence de ce courtisan éveille la jalousie du roi, qui en vient à le considérer comme un rival. En août 1519, un banquet donné en l'honneur du roi met le feu aux poudres. Philippe Sidney est l'actuel héritier du domaine.
Il y avait sans doute beaucoup de monde, avec toute la suite d'Edward Stafford, mais aussi celle d'Henri VIII. Et on avait probablement monté des tentes autour du palais pour héberger tous ces gens. On ne sait pas exactement ce qui a été présenté à table, mais lors d'un banquet antérieur, le duc de Buckingham avait servi près de 40 litres de bon vin et 681 miches de pain. Tout cela a dû coûter une fortune. Et les comtes du domaine font aussi état de 2 acrobates égyptiens et de 4 acteurs de pantomime français. Ce devait être une fête incroyable. Le somptueux banquet du duc de Buckingham est probablement destiné à impressionner le roi. Mais il produit l'effet inverse. Il a commis une série d'erreurs qui étaient peut-être délibérées. Par exemple, l'un des serviteurs portait la livrée du duc de Buckingham en présence d'Henri VIII, alors que ce domestique appartenait à la maison du roi. Cela signifiait qu'il affichait davantage le duc de Buckingham comme son maître que le roi lui-même. En faisant revêtir ses couleurs aux serviteurs du roi, le duc de Buckingham franchit la ligne rouge. Mais est-ce une simple maladresse de sa part? Rien n'est moins sûr. Quel genre de personnage était Buckingham? On le surnommait Buckingham l'Orgueilleux, ce qui donne une indication sur son caractère. Et le fait qu'il soit issu de la plus haute aristocratie l'a conduit à éprouver une certaine rancœur. Le duc de Buckingham est le neveu du roi Édouard IV et un descendant de la glorieuse dynastie des Plantagenets. À ce titre, il peut prétendre au trône. Une prétention que d'aucuns estiment plus fondée que celle de la famille d'Henri VIII. Le duc de Buckingham souffrait sans doute beaucoup de voir ses ambitions déçues. Il savait évidemment qu'il pouvait prétendre au trône. Il savait qu'il était le premier gentilhomme du royaume. Et il entendait bien être traité comme tel. Il se sentait menacé par la maison Tudor, mais aussi par des parvenus comme Thomas Wolsey et les hommes nouveaux que ce dernier plaçait dans l'entourage du roi. Donc ce banquet n'est pas une simple réception. Le duc de Buckingham entend s'affirmer face au roi. Tout à fait. Le duc de Buckingham appartient à la vieille noblesse d'Angleterre. Il veut montrer sa position, faire la démonstration de sa puissance. C'est l'un des aristocrates les plus riches du pays. Son domaine lui rapporte 5 000 livres par an, ce qui est incidemment le nombre de calories qu'Henri VIII brûle chaque jour. Et pour lui, il s'agit vraiment de faire étalage de sa fortune. Selon des rumeurs, le duc de Buckingham se plaît à prophétiser la mort prochaine du roi. Ces bruits alimentent les soupçons d'Henri VIII. La Bibliothèque nationale du Royaume-Uni possède des documents qui révèlent la paranoïa d'Henri VIII au sujet du duc de Buckingham et sa confiance en Thomas Wolsey qui est désormais cardinal. Cette note témoigne sans doute plus qu'aucun autre document de la confiance totale d'Henri VIII envers Thomas Wolsey. C'est une lettre qu'il lui écrit aux environs de 1519. Il y donne l'ordre à son bon cardinal Wolsey de surveiller de très près certains hommes de la cour. Mais la véritable cible de la manœuvre, c'est le duc de Buckingham. Le roi le soupçonne de conspirer pour le renverser, et c'est pour cela qu'il confie à Wolsey la tâche d'espionner ce haut personnage. Ce document montre bien combien le monarque et son conseiller sont proches à ce moment-là. Thomas Wolsey est d'extraction modeste et ne représente pas une menace pour le trône d'Henri VIII. C'est donc la personne idéale pour espionner le duc de Buckingham. Heureusement pour le duc, un événement va détourner l'attention du roi. Sur le continent, son allié François Ier s'inquiète de la formidable puissance du nouvel empereur romain germanique, Charles Quint. Charles Quint aurait dit un jour
Je parle espagnol avec Dieu, italien avec les dames, français avec les hommes et allemand avec mon cheval. Cette phrase résume parfaitement la complexité de son empire. Il avait hérité des royaumes espagnols, de terres et de provinces en Allemagne et aux Pays-Bas. Son arbre généalogique était incroyable. François Ier et Henri VIII sont deux bouillants personnages, tout en exubérance. Ils aiment faire étalage de leur force physique et de leur faste. De son côté, Charles Quint est beaucoup plus réservé. Il n'a pas cette espèce d'enthousiasme débordant. Il y a chez lui une forme de dignité, de supériorité et bien plus de retenue. Si Charles Quint est d'un tempérament plus mesuré, il n'est pas modéré dans ses ambitions. François Ier s'inquiète de l'hégémonie croissante de l'empereur sur le continent et propose à Henri VIII de le rencontrer pour sceller une alliance. La rencontre diplomatique est prévue pour le mois de juin 1520. Elle aura lieu dans un champ du nord de la France, près de Calais, en territoire neutre. En théorie, l'objectif de cette rencontre est de confirmer les liens d'amitié entre Henri VIII et François Ier et de parvenir à une alliance entre leurs deux royaumes. Mais la véritable motivation d'Henri VIII est d'en imposer à l'homme qu'il considère comme son plus farouche rival sur la scène internationale. Il demande donc à Thomas Wolsey de déployer un faste extraordinaire pour cette rencontre, connue sous le nom de « Camp du Drap d'Or ». Wolsey commence par faire construire un ensemble de tentes. Leurs modèles illustrés ont survécu jusqu'à aujourd'hui et sont conservés à la Bibliothèque nationale. Nous avons ici les illustrations de certaines des tentes d'Henri VIII au camp du Drap d'Or. Et elles sont de toute beauté. Quand on pense à une tente, on imagine une structure de toile légère. Mais ce qu'on voit ici est beaucoup plus élaboré. C'est plutôt un palais temporaire. À l'intérieur, il y avait des salles communes, des chambres privées et même une chapelle. Tout cela dans cet alignement de somptueuses tentes rouges recouvertes d'étoffes brodées au fil d'or. C'est l'œuvre de Thomas Wolsey. Il sait très précisément ce qu'on attend de lui. Il doit faire en sorte que son roi surpasse François Ier en magnificence. Et à en juger par ses illustrations, c'est une réussite totale. Le splendide château de Leeds se trouve dans le Kent, à 65 km au sud-est de Londres. Un manoir se dressait à cet endroit depuis 1119. Mais Henri VIII l'a en partie réaménagé pour en faire la résidence favorite de sa première épouse, Catherine d'Aragon. J'ai rendez-vous avec la conservatrice du château, Catherine Pell, pour en savoir davantage sur le séjour du roi au camp du Drap d'Or. Henry Guilford, connétable et gardien du château, était un fidèle d'Henri VIII. Les comptes du domaine pour cette année-là montrent qu'il a reçu des sommes destinées à faire des réparations dans la demeure. Le roi avait très probablement l'intention de séjourner au château de Leeds le 22 mai 1520, avant d'embarquer pour Calais. Parmi ses nombreux trésors, le château compte un tableau représentant la flotte royale appareillant du port de Douvres. Il nous montre qu'Henri VIII ne voyageait pas léger. Voici Henri et sa suite de près de 6000 personnes. 6000 ? Oui, 6000 personnes. Plus de 3000 chevaux et les bagages des passagers. Et tout ce petit monde monte à bord des bateaux à destination de Calais. Cette première rencontre avec François Ier était un grand événement. Henri VIII a invité toute la cour à l'accompagner. La maison royale, les pairs du royaume, les barons, les chevaliers. C'était une foule assez éclectique.
La scène peinte sur le tableau date du 31 mai 1520. Ce jour-là, Henri VIII et sa suite font voile vers Calais, à la rencontre de François Ier et de la cour de France. Le versant diplomatique de la rencontre repose entièrement sur les solides épaules de Thomas Wolsey. C'est à cet endroit précis que s'est déroulé l'événement le plus spectaculaire du règne d'Henri VIII il y a 5 siècles de cela. Il faut imaginer des centaines de tentes, décorées de tant de draps brodés d'or que ce nom est passé à la postérité. Thomas Wolsey saura bientôt si l'organisation minutieuse de cette rencontre a porté ses fruits. Le camp du drap d'or, c'était un peu un festival de Glastonbury version Tudor. On n'avait jamais vu de camp pareil. Il était extraordinaire, par ses proportions et sa magnificence. Thomas Wolsey a conçu toute la mise en scène et l'ouverture est très théâtrale. Sous les yeux de milliers de spectateurs des deux côtés, les deux rois montés sur leurs destriers gravissent des crêtes opposées avant de redescendre simultanément dans la plaine et de se rencontrer pour la toute première fois. La rencontre commence sous les meilleurs auspices. Tout se déroule selon les plans de Thomas Wolsey. Les festivités débutent par le sport favori d'Henri VIII, la joute équestre. Et le roi lui-même participe au tournoi. Henri VIII s'en est très bien tiré. On a conservé les relevés des résultats et il montre qu'il a fait mieux que les autres chevaliers. Mais gagner les tournois n'est pas suffisant pour Henri VIII. Son rival l'exaspère au plus haut point, notamment en raison de son succès auprès de ses dames. Il décide donc de défier François Ier à un combat de lutte à main nue, afin de prouver sa supériorité physique sur le jeune Blanc-bec. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Henri VIII perd le combat. La rencontre devait permettre d'unir la France et l'Angleterre contre la puissance de Charles Quint, mais lorsqu'elle touche à sa fin, la décision d'Henri VIII est toujours en suspens. Ça n'a pas duré. Toute cette bonne entente et ces accolades n'étaient que de façade. Le vrai sujet, c'était de tenter d'éclipser l'autre, en se montrant un peu plus charmant, un peu plus prodigue et plus fastueux. Le camp du drap d'or nous montre le caractère extrêmement personnel de la rivalité entre les deux souverains. Henri VIII a dépensé des sommes colossales pour démontrer sa supériorité sur le roi français, et tout cela n'a servi à rien. L'idée d'un pacte avec la France est définitivement écartée, et Thomas Wolsey forge une alliance entre Henri VIII et Charles Quint. Le cardinal a plus que jamais la faveur de son roi. Il s'est installé dans un palais de l'Ouest londonien. Voici le palais de Hampton Court. On l'associe souvent à Henri VIII. Pourtant, il a été bâti pour Thomas Wolsey. Au moment de sa construction, le cardinal est l'homme le plus riche du royaume, après le roi bien sûr, un roi qui se repose entièrement sur lui. Et pour cause, le cardinal avait négocié l'alliance avec François Ier et il vient de conclure un pacte avec Charles Quint. Ce fils de boucher mène désormais grand train à Hampton Court. Mais il lui reste une affaire à régler pour tranquilliser son roi.
L'opinion qu'a Thomas Wolsey du duc de Buckingham reflète sans doute celle d'Henri VIII. Tous deux le considèrent comme dangereux. Il ne faut pas oublier que la question de la succession au trône les préoccupe. Le roi n'a pas d'héritier mâle. Sans fils légitime, l'avenir de la dynastie Tudor est compromis. Et les prétentions au trône d'un personnage comme le duc de Buckingham représentent une vraie menace. Le 8 mai 1521, Thomas Wolsey le convoque. Le duc doit répondre d'accusations de trahison inventées de toutes pièces pour se débarrasser de lui. Il est exécuté 9 jours plus tard. Thomas Wolsey sait ce qui se passe dans l'esprit du roi. Il va donc faire comme à son habitude, c'est-à-dire exaucer les désirs d'Henri VIII avant même que ce dernier les formule. Qu'on soit très proche du roi ou très puissant, peu importe. Toute personne qu'Henri VIII considère comme une menace peut rapidement perdre sa situation, et même la vie. Avec l'élimination du duc de Buckingham, Wolsey est encore une fois au sommet de son art. Henri VIII lui laisse tant de pouvoir qu'on en vient à surnommer le cardinal « l'autre roi ». Mais une tempête s'annonce à l'horizon. Henri VIII et son épouse, Catherine d'Aragon, raffolaient du château de Leeds. Ils y séjournaient très souvent. Henri aimait vraiment Catherine, mais elle ne lui donnait pas l'héritier mâle dont il avait tant besoin. Catherine d'Aragon avait donné un enfant à Henri VIII, une fille prénommée Marie. Mais elle n'avait pas réussi à mener une autre grossesse à terme pour donner naissance à cet héritier mâle que le roi désirait par-dessus tout. Pire encore pour son épouse. Le roi a eu avec l'une de ses maîtresses un fils illégitime, Henry Fitzroy. Il considère donc Catherine comme seule responsable de cet échec. Je ne crois pas qu'Henri se soit jamais senti responsable de l'absence d'héritier mâle. Et la naissance d'Henry Fitzroy a certainement renforcé la conviction déjà bien ancrée en lui qu'il n'était pas en cause. Il lui fallait une preuve, et il la tenait. À la cour des Tudors, nul n'ignore les reproches qu'Henri VIII fait à son épouse. Et une famille veut tirer parti de ses déboires conjugaux. À 30 km du château de Leeds, les Boleyn ont senti le vent tourner et ils se mettent à conspirer ici, au château de Hever. On pourrait dire que c'est ici, dans la demeure familiale des Boleyn, que le règne d'Henri VIII a pris un tour sanglant. Dans les manuels d'histoire, Anne Boleyn a tout à la fois causé la séparation du roi et de Catherine d'Aragon et la rupture entre l'Angleterre et l'Église catholique. Cette affaire a bouleversé la cour des Tudors et a eu des répercussions jusque sur le continent. Mais quelle est la part de responsabilité de la jeune femme dans ce qui allait advenir ? Pour le découvrir, je suis avec Owen Emerson, le directeur du château de Hever. Owen, l'histoire du château de Hever est fascinante, je crois. Oui, tout à fait. Hever a été la propriété des Cobham au XIVe siècle. Mais bien sûr, le château est surtout connu pour être la demeure familiale des Boleyn. C'est ici qu'Anne a grandi et qu'Henri VIII l'a courtisée. Nous savons que le roi était dans sa résidence à Penshurst, à 6 km d'ici, pendant qu'il lui faisait la cour. Il a certainement rendu visite à la famille et dîné sur place. À cheval, c'était tout proche. Oui, c'était très pratique. En 1521, après l'exécution du duc de Buckingham, Henri VIII saisit Penshurst et en fait un domaine royal. Le manoir devient sa résidence de prédilection.
Il profite de ses séjours sur place pour fréquenter assidûment Anne Boleyn et les hommes de sa famille. Dans l'histoire d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, on a souvent tendance à croire que c'est elle qui tirait les ficelles. En réalité, l'affaire est plus compliquée. Le père d'Anne, l'ambitieux Thomas Boleyn, son oncle, le puissant duc de Norfolk, et son frère George sont à la manœuvre. Ce sont eux qui poussent Anne dans les bras du roi afin de favoriser leur propre ascension. George Boleyn est déjà l'un des favoris du roi. Son père, Thomas, espère accroître encore son influence grâce à l'union de sa fille avec Henri VIII. Il n'est pas certain que la jeune femme soit au fait de ces jeux de pouvoir. Une chose est sûre, elle est un pion entre leurs mains. Thomas Boleyn n'est pas exactement le genre de père dont on rêve. Il est prêt à sacrifier ses 2 filles et à ruiner leur réputation afin de servir le roi. Pendant qu'Anne conquiert les faveurs du roi, son frère George gravit les échelons de la cour royale. En 1525, il est nommé gentilhomme de la chambre privée et accède ainsi au premier cercle des intimes du roi. Le stratagème des Boleyn fonctionne, mais il commence à se faire des ennemis. Leur ascension se fait aux dépens de Thomas Wolsey, dont l'influence décroît. Le cardinal décide alors d'attaquer. Il échafaude un plan qui se trouve aujourd'hui dans les archives nationales britanniques. Cet énorme document, ce sont les ordonnances d'Eltham. En apparence, il s'agit d'une réforme minutieuse de la maison du roi. Mais en réalité, son but est tout autre. Thomas Wolsey a le pouvoir de choisir les membres de la chambre privée et il va en user pour éliminer les Boleyn. Ce document est une arme d'autodéfense pour Wolsey. Les ordonnances entrent en vigueur fin 1526, mais rien n'y fait. L'influence de Thomas Wolsey sur le roi ne cesse de décliner. Thomas Wolsey flaire le danger. On le voit au besoin qu'il ressent de réagir face à la menace. Je crois que les 2 hommes partagent le sentiment confus que leur histoire commune touche à sa fin. Thomas Wolsey décide alors de prouver sa loyauté envers le roi par un coup d'éclat. Il fait cadeau à Henri VIII de ce palais d'Hampton Court qu'il aime tant. Mais ce n'est pas assez pour Henri VIII. Il a déjà décidé de faire annuler son mariage avec Catherine d'Aragon afin de pouvoir épouser Anne Boleyn. Thomas Wolsey n'a pas d'autre choix que de l'aider à parvenir à ses fins. Pour l'assister dans cette entreprise, il fait appel au talent de Thomas Cromwell. Wolsey et Cromwell sont tous les 2 issus du même milieu, celui des artisans. L'un des 2 est passé par l'université avant d'entrer dans les ordres, tandis que l'autre, Cromwell, est un homme de loi. Mais tous les 2 sont des hommes intelligents et pleins d'éloquence. Et ils vont travailler en bonne harmonie après leur rencontre au milieu des années 1520. Le plan de Wolsey est d'obtenir la permission du pape pour l'annulation du mariage. C'est une stratégie logique. Le pape est le chef de l'Église catholique. Il est donc en mesure d'accéder aux souhaits d'Henri VIII. Mais le souverain pontife refuse d'accorder l'annulation. Le cardinal Wolsey se trouve dans une situation malheureuse et très délicate. Il est à la fois le serviteur du roi et celui du pape. Il est le légat du pontife en Angleterre et se trouve donc être la personne qui doit le représenter au moment où cette grande affaire se déclenche. Thomas Wolsey est piégé entre ces 2 maîtres.
et tous deux refusent de céder. Wolsey est contraint d'obéir aux règles du jeu, qui sont celles du pape. Thomas Wolsey, l'homme qui a toujours su donner à Henri VIII ce qu'il désirait, déçoit son roi pour la première fois. Les Boleyn saisissent l'occasion pour se débarrasser de lui et persuadent le souverain de faire arrêter son fidèle conseiller. Henri VIII s'est impatienté et il a peu à peu perdu confiance dans les compétences de Thomas Wolsey. Il s'est donc résolu à l'écarter, même si c'était une décision regrettable. Malgré ses 20 ans de bons et loyaux services, Thomas Wolsey tombe en disgrâce en l'espace de quelques mois. Le 29 novembre 1530, avant même d'atteindre Londres où il doit découvrir le sort qui lui est réservé, il meurt, officiellement de cause naturelle. Henri VIII a perdu son bras droit. L'histoire de Thomas Wolsey est emblématique. C'est l'un des premiers hommes dont Henri VIII a favorisé l'ascension avant de le condamner. A-t-il regretté son choix? En public, Henri VIII n'exprime aucun remords après la mort de Wolsey. Mais en privé, c'est tout autre chose. Un témoin rapporte avoir vu le roi submergé par le chagrin. Cette histoire montre que, si proche qu'on soit du roi, si indispensable qu'on puisse paraître, si jamais on le déçoit, on peut très rapidement disparaître d'une manière ou d'une autre. Et celui qui reste, c'est Henri VIII. La chute de Wolsey ouvre la voie à l'homme qui a été son protégé et qui va devenir son successeur, Thomas Cromwell. Cromwell n'a pas de lien avec le pape, ce qui lui permet de tenter une manœuvre radicalement différente. On envoie des agents dans les bibliothèques et les archives des universités afin d'étayer l'argument selon lequel le pape usurpe l'autorité royale quand il exige de juger l'affaire. Cela leur permet d'échafauder une nouvelle théorie, celle de la couronne impériale qui dénie au pape toute autorité sur les affaires de l'Angleterre. C'est ainsi qu'Henri VIII fait annuler lui-même son mariage. Mais s'il se trouve libéré de son union avec Catherine d'Aragon, cette réforme va considérablement bouleverser la vie religieuse en Angleterre. La grande affaire d'Henri VIII est enfin résolue. Il aura fallu des années d'efforts de la part de tous les conseillers du roi pour obtenir l'annulation du mariage. Cette victoire a causé la déchéance du favori du souverain Thomas Wolsey, propulsé Cromwell au cœur du pouvoir et permis aux Boleyn de satisfaire leurs ambitions. Leur pion devient reine le 1er juin 1533. Les Boleyn dominent la cour des Tudors. Anne Boleyn avait séduit Henri VIII par sa vivacité et son audace. Mais à présent qu'ils sont mariés, elle commence à l'agacer. 2 ans après leur union, le roi fait un séjour dans la résidence d'été des Seymour, Wolfhall, où il se plaît beaucoup en compagnie de Jane Seymour. L'histoire est sur le point de se répéter. À la cour des Tudors, la mésentente entre Henri VIII et Anne est un secret de polichinelle. Les Seymour sont en embuscade. Et lorsque le roi tombe amoureux de Jane, le sort d'Anne ne tient plus qu'à un fil. Pendant de nombreuses années, Anne Boleyn a été l'autre femme. Elle a dû se montrer piquante, se faire désirer, se démener pour charmer Henri VIII et capter son attention. Je crois qu'après tout ce temps, elle n'a pas réussi à négocier le passage du statut de maîtresse à celui d'épouse.
L'existence d'Henri VIII va elle aussi être bouleversée. Le 24 janvier 1536, lors d'un tournoi à Greenwich, il fait une grave chute de cheval. Sa jambe ne guérira jamais tout à fait, et la blessure finira par altérer son caractère. Il ne sera plus jamais vraiment le même. Mais pour l'heure, ce coup du sort rappelle au roi qu'il est mortel et qu'il doit assurer la survie de sa dynastie. 5 jours après l'accident, Anne fait une 3e fausse couche. Cette fois, l'enfant était un garçon. Henri VIII voit dans cet événement un signe divin. Dieu n'est pas disposé à leur accorder un héritier mâle. Cromwell va s'engouffrer dans la brèche. Il s'est fréquemment querellé avec Anne Boleyn sur des affaires touchant à l'État et à la religion. Mais surtout, il lui reproche la disparition prématurée de son mentor. Il tient là l'occasion de prendre sa revanche. Je crois qu'il voulait se venger d'Anne pour la chute de son protecteur et ami, le cardinal Wolsey. Aux yeux de Cromwell, Anne était responsable de la mort de Wolsey. Et c'est pour cette raison qu'il a manipulé Henri VIII. Les archives de la Bibliothèque nationale abritent des documents qui prouvent que Cromwell a fomenté la chute d'Anne Boleyn. Quand on pense à Henri VIII, on imagine un monarque au pouvoir absolu. Mais la lettre conservée ici à la Bibliothèque nationale nous donne une toute autre image de lui. Elle montre à quel point les hommes qui l'entourent tirent les ficelles. Il est probable qu'Henri VIII ait donné ordre à Cromwell de le libérer d'Anne Boleyn. En revanche, il n'est pas du tout certain qu'il ait eu cette solution en tête. Il envisageait peut-être l'annulation du mariage. Mais Cromwell voulait se débarrasser d'Anne Boleyn de façon bien plus définitive, et il l'a fait accuser d'adultère non pas avec un homme, mais 5. C'est pourquoi il parle d'une abomination dans cette lettre. Et Henri VIII prend cette histoire pour argent comptant. Cromwell lui présente ce témoignage et le roi semble le croire. En tout cas, cela l'arrange. Il va donc confirmer l'ordre d'exécuter Anne. C'est vraiment un exemple de fausse nouvelle à la cour des Tudors, répandue par Cromwell. En moins d'une semaine, Cromwell a monté une affaire qui détruit la réputation d'Anne et de la famille Boleyn. Son propre père se retourne contre elle. Son nom est traîné dans la boue. Elle va être accusée d'inceste avec son propre frère. Et son père va siéger au sein de la commission qui la juge coupable. George Boleyn est exécuté le 17 mai 1536. 2 jours plus tard, Anne Boleyn quitte pour la dernière fois ses appartements de la Tour de Londres. Elle a lutté pied à pied avec Cromwell. Il ne pouvait en rester qu'un et Cromwell a tiré le premier. Certains ont dit qu'elle avait l'air très sereine. D'autres ont rapporté qu'elle était affolée. L'ambition était le vice des Boleyn. Et au bout du compte, c'est l'ambition qui a causé la perte de la quasi-totalité d'entre eux. Avec Cromwell, on ignore qu'on joue aux échecs. Et puis, il vous prend la reine. Anne Boleyn, la seconde épouse du roi, est morte. Elle a signé sa perte en se faisant de Cromwell un ennemi et en échouant à donner un fils à Henri VIII. Mais elle a donné une fille au roi, et il ne saura jamais que l'enfant est promise à un grand destin. Elle deviendra le plus grand monarque de la dynastie des Tudors, la reine Élisabeth Ier. Henri VIII poursuit dans son obsession, avoir un fils. Le lendemain de l'exécution d'Anne, il se fiance à Jane Seymour,
dont la famille prend de l'importance à la cour. Dans la première partie de son règne, Henri VIII se montre un roi influençable, trop heureux de se délester du poids des affaires du royaume pour les confier aux hommes qui l'entourent. Mais c'est un jeu dangereux, et lorsqu'Henri VIII en arrive à la dernière décennie de son règne, ses conseillers vont s'apercevoir que nul n'est en sécurité.